Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous présente Eco & Co. Les jeunes créent des entreprises et surtout ils innovent alors dans leur modèle économique, dans leurs offres également. Deux belles histoires d'entrepreneurs dans quelques instants. Et ces mêmes entreprises, elles doivent maîtriser leurs risques qui sont multiples. Les conseils de notre expert. Les créateurs d'entreprises de moins de 35 ans sont de plus en plus nombreux et leur profil aussi de plus en plus varié. Ils développent des services nouveaux qui facilitent la vie, mettent au point des technologies innovantes, travaillent dans un esprit d'équipe différent aussi. L'autonomie est encouragée, les hiérarchies sont aplanies. Ils peuvent même rêver de changer le monde, de rebâtir de nouvelles solidarités économiques. Eh bien, les meilleurs d'entre eux concourent en ce moment au prix du jeune entrepreneur, un challenge national organisé par la Tribune et qui fait la part belle aux entreprises de notre région. Il y a eu des sélections régionales et Romain Sarès, bienvenue. Vous avez créé l'entreprise Pub-Eco et vous faites partie de ces sélectionnés régionaux. Vous témoignerez dans quelques instants. La finale nationale, c'est pour quand ? C'est pour le 2 juin. Et lui, il a créé une nouvelle activité, presque un nouveau marché. Vous comprendrez juste après avoir découvert un autre lauréat régional, la société Texium, qui essaie de prouver qu'on peut produire en France, des produits électroniques rentables. Alors comment ? Il développe un nouveau système qui s'appelle le troc de compétences. Nous étions à la remise des prix. Regardez. Un détecteur de fumée qui vous passe un coup de fil quand ça devient très chaud, c'est l'idée de Jean-Christophe Covette. Ce produit intelligent vaut à son créateur de recevoir le prix du jeune entrepreneur pour son entreprise Texio. Si l'envie de créer était présente depuis 10 ans, la bonne idée lui est venue en regardant par hasard le plafond d'une chambre d'hôtel à Las Vegas. Quand on a l'idée, c'est compliqué parce qu'on se demande si on est capable de le faire, si on a les compétences, si on a l'argent, et on n'a évidemment ni l'un ni l'autre. Mais rapidement, grâce à tout ce qui est plateforme d'initiative locale, incubateur, on lui trouve des soutiens, on lui trouve de la rassurance, et on franchit les étapes une par une. Double pari pour ce jeune chef d'entreprise, choisir de monter une société dans l'industrie et faire fabriquer en France. Ces détecteurs de fumée sont sous-traités à un industriel de Beauvais. Made in France, d'abord pour des raisons de qualité, principalement pour ça. On est sur des produits exigeants qui demandent une qualité et une fiabilité parfaite. Et donc le Made in France est une nécessité. Derrière, elle ne peut être réalisée que si le produit se fait à des coûts acceptables. Et tout l'enjeu a été de faire du Made in France à pas cher. C'est un avantage parce que moins de trésorerie mobilisée, puisque forcément on n'a pas à acheter 6 mois à l'avance des produits. Une capacité à modifier le produit au fil de sa vie produit, puisqu'on est plus souple, on trouve les usines près de chez soi. Et au final, une fiabilité qui donne moins de retour qualité, moins de déception, et donc une image totale qui est plus qualitative. Le jeune patron a pris goût à la création. Une fois sa société lancée et prospère, il compte bien en créer d'autres. Il se rêve en serial créateur. Vous retrouvez dans les propos de votre collègue, donc lui aussi lauréat régional, et vous allez tous les deux concourir nationalement dans quelques semaines. Oui, j'ai bien aimé quand il dit qu'on n'a ni les compétences ni l'argent. C'est peut-être pour ça qu'on ose se lancer. Mais bon, je dirais qu'on a quelques compétences ou quelques atouts qu'ont pas justement peut-être d'autres entrepreneurs. Et puis l'argent, quand on cherche un peu, on finit par le trouver. Ouais, c'est vrai que votre point commun, c'est la créativité. Aller loin avec peu de ressources au départ. C'est important à bien intégrer et puis savoir rebondir, avancer. Alors vous avez 29 ans. Oui. Vous avez créé votre boîte en 2007. Vous êtes installé à Orchy, c'est près de Douai, dans le Nord. Et votre boîte s'appelle Pub-Eco. Quel marché avez-vous créé ? Parce que vous avez créé une nouvelle offre. Oui, en fait, tout simplement, nous, c'est fin 2006, on a découvert qu'il y avait on savait qu'il y avait plein de prospectus et catalogues dans la boîte aux lettres. Et on s'est dit, tout est en train de migrer sur Internet. Et donc, on a créé ce marché de la distribution numérique. Je pose une question à notre expert qu'on entendra en deuxième partie. Vous savez combien de kilos de prospectus vous avez en moyenne par an dans votre boîte aux lettres ? Alors là, non, c'est une colle. Non, c'est une colle. 40 kilos. Ouais. 40 kilos. 23 millions de boîtes aux lettres, c'est 1 million de tonnes en France
déchets papier produits rien que par les catalogues et prospectus. Alors pour créer de la valeur autour de ça, quel service vous avez élaboré? En fait, nous, on a créé un service en 2 parties. D'une part, on permet à tous les annonceurs de mettre sur la plateforme pubeco.fr les prospectus et catalogues de leur magasin. Et de l'autre côté, on propose aux consommateurs qui le souhaitent de coller un petit autocollant « Non merci, la pub, je la lis sur pubeco.fr », ce qui fait qu'ils refusent. En fait, c'est le bon vieux stop pub qui a été modernisé et rajeuni parce que bon. Plus d'1 million de stickers distribués. Hein. Plus d'1 million de stickers distribués à travers les mairies qui nous. Et le modèle économique est au rendez-vous aujourd'hui? Le modèle économique, oui. On a mis du temps parce que quand on a eu l'idée, quand on a eu l'idée de Pubeco, plus de 3 ans pour avoir les premiers euros de chiffre d'affaires. Mais quand on a eu l'idée de Pubeco, il fallait d'abord convaincre les consommateurs de venir. Ensuite, les annonceurs, mais derrière, un site internet, il y a de multiples manières de le monétiser. Nous, on a décidé de lancer des services, des outils de marketing numérique qui permettent aux points de vente de gérer leur visibilité sur Internet. Notez bien l'adresse de la plateforme sur laquelle vous pouvez consulter ces prospectus en ligne et dématérialisés. Je pose la question directe. Après 5 ans, quand vous créez, et on peut naviguer à vue, parce que c'est quand même très nouveau, avec peu de ressources. Vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Enfin, la boîte gagne de l'argent? Aujourd'hui, oui. On a une vingtaine de collaborateurs. 20 collaborateurs. De toute façon... vous ne seriez plus là en même temps. Si... Ça fait quelques temps qu'on aurait dû déposer le bilan. Mais aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est de se développer. Je dirais que on a dépassé les étapes de la création, et c'est notamment le prix de la Tribune qui récompense, je vais dire, c'est les entrepreneurs sur l'étape d'après, et c'est pour ça que c'est très important pour nous, c'est de pouvoir aller au-delà. On a dépassé le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les 20 collaborateurs, on reste une start-up, on reste une petite entreprise fragile, mais sur un marché qui est près de plus d'1 milliard, on a forcément des choses à faire. Vous avez innové sur un nouveau service, et ça c'est quand même important. En 2-3 mots, les conseils à donner à un jeune, ils sont de plus en plus nombreux, qui veut créer son entreprise, c'est quoi? Moi je dis toujours, il n'y a pas de bon moment pour démarrer, il y en a qu'un, c'est maintenant. Après, il y a différentes étapes en fonction des services qu'on peut faire. Nous, Pubeco, il a fallu 3 ans pour qu'on prouve le marché. Donc heureusement que j'étais étudiant à ce moment-là, et du coup, j'ai créé ma crédibilité. Donc si vous avez envie de vous lancer demain, réfléchissez juste aux étapes, et du coup, plus vous partez tôt, plus vous allez avancer. Aujourd'hui, en fait, moi, je considère que je suis au début d'une nouvelle étape, qui est l'étape du développement de l'entreprise. Donc, si j'avais attendu mes 30 ans pour me lancer, ça veut dire que cette étape de développement, je l'aurais eu à 40 ans. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Oser. Avancer. Et puis, avancer toujours. Il a aussi osé acheter, c'est nouveau ça, le naming d'un équipement sportif de notre région, à Orchy, vous le voyez, sur le bord de l'autoroute entre Lille et Valenciennes, la grande salle de basket qui porte le nom de votre boîte. C'est couillu quand même de faire ça. La Pubeco PVL Arena, on est les seuls à avoir fait un naming au nord de Paris. Mais effectivement, on est à Orchy, entre Lille, Douai, Valenciennes, et quand on a vu cette salle qui est magnifique, c'était pour nous l'occasion à la fois de se faire connaître, bien sûr, parce qu'on est une entreprise... donc c'est un investissement. C'est un investissement publicitaire, mais aussi, on est à Orchy, on y est bien, on y reste. Merci beaucoup, et bonne chance on croise les doigts, pour le remise des prix nationaux le 4 juin en grande pompe à Paris. Vous avez passé l'oral il y a peu de temps, et on est avec vous. Merci. J'espère que vous maîtrisez vos risques. Vous allez écouter notre expert dans quelques instants. Alors, Grégory Denis nous apporte régulièrement un chiffre. Il va s'afficher. Alors, cette fois, c'est un pourcentage. C'est 40%. C'est quoi ce pourcentage? 40%, c'est le nombre de chefs d'entreprise qui ne sont pas sensibilisés à la gestion des risques dans leur entreprise. Et c'est donc autant de prévention et de mesure des risques qui ne s'opèrent pas. Donc entreprendre, ça m'a l'air d'être un peu paradoxal, c'est aussi prendre des risques. Oui, entreprendre, c'est prendre des risques, on vient de le voir avec le témoignage, mais ce n'est pas pour autant que les risques ne doivent pas être inventoriés, mesurés et bien surtout maîtrisés dans le temps.
Bon, alors, on va reprendre ces 3 étapes, identifier, mesurer, maîtriser. On commence par l'identification. Alors, le risque, il y en a beaucoup lorsqu'on fait ces diagnostics. Bon, il y en a au moins une dizaine de catégories. Alors, on va faire simple. Je vais les classer en 3 grands domaines. Il y a un premier domaine qui est, je dirais, lié à l'activité de l'entreprise. Alors, c'est les risques d'exploitation, d'approvisionnement, la finance. La tension sur les trésoreries est un risque permanent dans les entreprises. La stratégie. Ça, c'est un premier domaine. Deuxième grand domaine de risque, les hommes. Alors, les salariés, le volet social. Les hommes clés, on peut avoir la dépendance à un commercial, à un technicien qui concentre les savoir-faire, mais aussi les risques liés à la gouvernance. Ça, c'est la deuxième grande catégorie. Et la troisième, c'est l'environnement de l'entreprise, avec le juridique, et donc le cadre législatif, l'image de l'entreprise, la fameuse e-réputation sur le web, qui pèse parfois beaucoup. Et puis, ça monte en puissance ces dernières années, c'est le risque environnemental, pollution de l'air, de l'eau, des sols, etc. Voilà, donc les risques sont multiples. Comment je peux les mesurer quand je suis chef d'entreprise? Parce qu'ils sont différents selon que je sois industriel ou agriculteur. Alors, la démarche que l'on propose en général, c'est déjà de faire l'inventaire que je viens de vous indiquer. Alors, assez régulièrement, alors peut-être tous les 2-3 ans, ou à chaque étape de vie dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est de sortir une cartographie des risques. C'est-à-dire que pour chacun d'entre eux, c'est de mesurer la probabilité que le risque apparaisse et la gravité s'il se confirme. Et donc pour chacun d'entre eux, ça permet de voir les priorités d'action pour le chef d'entreprise et surtout de définir le plan d'action, qu'on appelle le plan de continuité des opérations, pour savoir comment minimiser la gravité du risque lorsqu'il apparaît simplement. En même temps, c'est mieux quand ça n'arrive pas. Minimiser la gravité du risque, c'est ce que vous parliez tout à l'heure de maîtrise, c'est ça? Alors, c'est ça, la maîtrise du risque, c'est ce qu'on appelle la politique de gestion du risque. D'accord. Alors, quand on parle de ce sujet, il y a 4 grands domaines à explorer. Il y a la prévention, pour diminuer la probabilité que le risque apparaisse. 2, la protection, là c'est justement diminuer la gravité du risque lorsqu'il apparaît. Le 3e, c'est aussi, on dit entreprendre, c'est prendre du risque, c'est accepter le risque. Donc ça veut dire c'est l'intégrer dans son fonctionnement, dans son organisation, dans ses coûts de revient. Et puis le 4e, c'est le partage et le transfert. Alors le partage du risque, par exemple, ça peut être sous-traiter une partie de ses activités ou de co-traiter sur un chantier, sur un projet. Et le transfert total ou partiel, c'est notamment le plus couramment connu, c'est l'assurance, c'est s'assurer sur tel ou tel risque. Alors, on a posé la question, on vous a posé à vous la question de la maîtrise des risques et ce que recouvre la protection juridique. Vos réponses sont édifiantes, vous allez les découvrir, Grégory. 64% d'entre nous, on ne sait pas vraiment ce que ça couvre, la protection juridique d'une assurance. Il y a du boulot, hein. Effectivement, on n'est pas forcément bien au clair de la protection que l'on a, de l'assurance que l'on a. Mais ensuite, il faut être au clair, s'assurer, tous les risques ne sont pas assurables. D'accord. Je parlais tout à l'heure de la e-réputation. Là, il n'y a pas d'assurance. Lorsque l'image est écornée, elle est écornée. Alors, l'assurance ne réduit pas le risque, c'est juste un outil financier de protection. Merci beaucoup, merci pour ces conseils. Maîtrisez votre risque et vous retrouvez tous ces conseils sur cette adresse qui s'affiche à l'écran. À très bientôt. Le Crédit Agricole Nord-de-France Banque Coopérative du Nord-Pas-de-Calais vous a présenté Eco & Co.